le juge Jean-Paul Dubois se croyait un dieu dans sa propre salle d'audience. Il était convaincu que son marteau de juge lui donnait le droit de rabaisser les pauvres, de se moquer des sans-défense et de réécrire la loi pour complaire à ses riches amis du club de golf local. Lorsque Monique Dubois, une grand-mère de 68 ans, se présenta devant lui, tremblante et seule, Dubois y vit une cible facile. Il se moqua de ses vêtements, insulta son rôle de mère et se prépara à ruiner sa vie avec un sourire aux lèvres. Il ignorait que l'homme au costume noir impeccable, assis en silence au fond de la salle, n'était pas un simple spectateur. C'était le fils de Monique. Il travaillait pour l'Office central de lutte contre la corruption, et il était porteur d'un mandat judiciaire qui allait faire basculer l'univers du juge Dubois. L'air dans la salle d'audience 4B du tribunal judiciaire sentait la cire, le café rassis et le désespoir. C'était une atmosphère particulière que Monique Dubois avait passé sa vie entière à essayer d'éviter. À 68 ans, les mains calleuses après 40 années passées à nettoyer les sols d'un hôpital local et le dos affligé d'une douleur permanente, elle se tenait à la barre, serrant contre elle un sac à main en cuir usé. Elle portait sa plus belle tenue, un tailleur-jupe bleu marine acheté dans un dépôt-vente en 1998. Il était propre, repassé et digne, mais sous les dures lumières fluorescentes du tribunal, le tissu paraissait élimé. « Déclinez votre nom pour le procès-verbal », lança l'huissier, un homme du nom de Stéphane Moreau, en regardant sa montre. « Monique Marie Dubois », dit-elle, la voix légèrement tremblante. Elle s'éclaircit la gorge et essaya de nouveau, plus fort. Monique Dubois. Bien au-dessus d'elle, assis sur un trône d'acajou qui semblait conçu pour que tous les autres se sentent petits, se trouvait le juge Jean-Paul Dubois. Dubois était un homme aux appétits lourds et aux préjugés tenaces. Il avait un visage de bulldog mâchant une guêpe, le teint rouge et perpétuellement irrité. Il était connu dans la région pour deux choses, ses peines rapides et brutales pour les accusés à faible revenu, et son incroyable capacité à statuer en faveur des plus grands promoteurs immobiliers de la ville. Madame Dubois, soupira le juge en feuilletant le dossier devant lui avec une expression d'ennui exagérée. Nous sommes ici concernant la poursuite civile intentée par la gestion immobilière Lefebvre, plus précisément l'avis d'expulsion citant la destruction malveillante de biens et le non-respect des normes d'habitabilité. Avez-vous un représentant ? Monique regarda à sa gauche. À côté d'elle se tenait Thomas Leroy, un avocat commis d'office qui semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Sa cravate était de travers et il brassait des papiers avec l'énergie frénétique d'un étudiant qui n'avait pas révisé pour son examen. « Je suis là, votre honneur, couina Leroy. » À peine, marmonna Dubois assez fort pour que le greffier ricane. Il baissa les yeux sur Monique par-dessus le bord de ses lunettes. « Allons droit au but. Monsieur Nicolas Lefebvre, un pilier de cette communauté, prétend que vous avez délibérément inondé votre appartement pour protester contre l'augmentation du loyer. Les dommages sont estimés à 15 000 €. C'est un mensonge, monsieur, laissa échapper Monique. Votre honneur, je veux dire, votre honneur. Les tuyaux étaient vieux. J'ai dit au concierge 3 fois en janvier que l'évier fuyait. Ils ne sont jamais venus. Quand ça a éclaté, j'étais à la messe. Le juge Dubois frappa du plat de la main sur son bureau. Ne m'interrompez pas, Madame Dubois. Nous tenons un tribunal civilisé ici, pas un marché de rue. Sur le banc du demandeur, Nicolas Lefebvre était assis, un sourire narquois aux lèvres. C'était un homme élégant dans un costume gris en tissu fin, le genre de propriétaire qui repeint par-dessus la moisissure noire et appelle ça une rénovation. Il consultait son téléphone, l'air ennuyé. Il savait comment ça se passait. Lui et le juge Dubois jouaient au poker au club de golf local le jeudi. Cette expulsion n'était qu'une formalité pour vider les locataires aux loyers encadrés afin de pouvoir transformer l'immeuble en appartement de luxe. Votre honneur, tenta d'intervenir le roi. Nous avons des relevés téléphoniques montrant que Madame Dubois a appelé la ligne de maintenance. Oui dire, le coupa Dubois, sans même lever les yeux. À moins d'avoir une conversation enregistrée ou une déclaration sous serment de l'agent de maintenance, ce n'est que la parole d'une vieille femme contre celle d'un propriétaire d'entreprise respectable. Asseyez-vous, maître Leroy, avant que je ne vous condamne pour outrage à la cour pour m'avoir fait perdre mon temps, lança sèchement Dubois. Monique sentit un nœud de peur glacée se serrer dans sa poitrine. Ce n'était pas un procès. C'était un massacre. Elle regarda autour d'elle, espérant un visage amical, mais la galerie était presque vide, à l'exception de quelques autres locataires anxieux attendant leur tour pour l'abattoir. Madame Dubois, dit Dubois,
se penchant en avant, une lueur prédatrice dans les yeux. Je vois ici que vous êtes à la retraite. Vous vivez d'un revenu fixe. Dites-moi, comment comptiez-vous payer ces dommages? Ou aviez-vous l'intention de laisser les contribuables payer la note, comme le font si souvent les gens de votre milieu? Monique se raidit. J'ai travaillé 40 ans, votre honneur. J'ai payé mes impôts. J'ai élevé ma famille. Je ne demande pas l'aumône. Dubois se mit à rire. C'était un son sec et cruel. Élevez votre famille. Je ne vois aucune famille ici. Habituellement, lorsqu'une matriarche a des ennuis, sa couvée accourt. Sauf si, bien sûr, ils sont tous incarcérés. Ou peut-être qu'ils ne se soucient tout simplement pas assez pour se présenter pour une mère qui inonde des appartements pour attirer l'attention. L'insulte frappa Monique comme une gifle. Ses mains agrippèrent la balustrade du box des accusés jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. La salle d'audience tomba dans un silence lourd et inconfortable. Même la greffière suspendit sa frappe, sentant que le juge Dubois passait de la sévérité judiciaire à la cruauté personnelle. C'était la partie préférée du travail de Dubois, l'humiliation. Il aimait dépouiller un accusé de sa dignité, couche par couche, jusqu'à ce qu'il le remercie pour la punition. « Je vous ai posé une question, Madame Dubois », insista-t-il, sa voix dégoulinant de condescendance. « Où sont ces enfants que vous avez si bien élevés? Pourquoi une femme âgée se tient-elle ici seule, défendant son droit de détruire la propriété de quelqu'un d'autre? » Monique prit une profonde inspiration. Elle s'était promis de ne pas pleurer. « Mon fils travaille, votre honneur. Il a un travail très important. Je ne lui ai pas dit que je venais ici aujourd'hui. Je ne voulais pas l'inquiéter. » Ah, oui. Un travail très important, se moqua Dubois, en faisant des guillemets avec ses doigts. Laissez-moi deviner. Ce travail implique-t-il les coins de rue? Ou peut-être est-il actuellement l'hôte de l'État dans un établissement correctionnel? C'est un schéma courant, Madame Dubois. La pomme tombe rarement loin de l'arbre pourri. Objection. Le roi se leva, trouvant enfin un peu de courage. Votre honneur, c'est non pertinent et abusif. La famille de Madame Dubois n'est pas jugée ici. Rejeté, aboya Dubois. Le caractère est toujours pertinent dans mon tribunal. Si cette femme ne peut pas gérer un ménage, ne peut pas élever des citoyens responsables et ne peut pas respecter les lois sur la propriété, cela témoigne d'un défaut fondamental. Un défaut que Monsieur Lefebvre ne devrait pas avoir à subventionner. Dubois reporta son regard sur Monique. Il prit un morceau de papier, le faux rapport de dommages que Lefebvre avait soumis. Regardez ça, dit Dubois en agitant le papier. Dégâts des eaux dans l'unité du dessous. Plancher déformé. Vous savez, Madame Dubois, je possède moi-même des biens immobiliers. Je connais votre type de locataire. Vous pensez que parce que vous vivez là depuis 30 ans, l'endroit vous appartient. Vous pensez que les règles ne s'appliquent pas à vous parce que vous faites partie du quartier. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Le quartier change. Il s'améliore, et il doit être nettoyé des gens qui ne peuvent pas suivre. J'ai payé mon loyer le premier de chaque mois pendant 3 décennies, dit Monique, la voix tremblante de colère juste. J'ai aidé à planter le jardin dans la cour. J'ai vu le père de Monsieur Lefebvre construire cet immeuble, bien avant que cet homme, elle pointa un doigt tremblant vers Nicolas Lefebvre, n'en hérite et cesse de réparer le chauffage. Calomnie! Cria Lefebvre de sa table, bien qu'il ait l'air plus amusé qu'en colère. Ça suffit. Rugit Dubois. Un autre éclat, Madame Dubois, et je vous fais l'expulser et je statue par défaut immédiatement. Vous êtes ici pour répondre de votre vandalisme, pas pour faire la leçon à vos supérieurs. Dubois se renversa en arrière, ajustant sa robe. Il regarda l'horloge. 11h45. Il avait une partie de golf à 13h. Le tribunal est enclin à accorder l'expulsion, dit Dubois nonchalamment, comme s'il commandait un sandwich. Et je vous ordonne de payer les 15 000 € de dommages et intérêts. De plus, compte tenu de votre revenu fixe, nous allons saisir votre pension jusqu'à ce que la dette soit payée. Saisir ma pension? Halta Monique. Votre honneur, c'est tout ce que j'ai. Si vous prenez ça, je ne pourrai pas acheter de nourriture. Je serai sans abri. Dubois haussa les épaules.
Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de décider de devenir une nuisance. C'est ce qu'on appelle le karma, Madame Dubois. Vous faites des dégâts, vous payez. Peut-être que votre fils si occupé pourra vous envoyer quelques euros depuis la cantine de la prison. Il leva son marteau, prêt à sceller son destin. Monique baissa la tête, les larmes coulant enfin. Elle allait tout perdre. La maison où elle avait mesuré la taille de son fils sur le cadre de la porte, la cuisine où elle avait préparé 1000 dîners de Noël disparus parce qu'un juge corrompu voulait jouer au golf. Le bruit des lourdes portes doubles au fond de la salle d'audience s'ouvrant fut comme un coup de tonnerre. Ce n'était pas seulement qu'elles s'ouvraient, c'était la force avec laquelle elles furent poussées. Dubois se figea, son marteau en suspens à quelques centimètres du socle. Tout le monde se retourna. Un homme qui semblait aspirer l'oxygène de la pièce descendait l'allée centrale. Il était grand, plus d'1,90 m, avec de larges épaules qui tendaient un costume coûtant plus cher que la voiture du juge Dubois. C'était un costume 3 pièces anthracite, parfaitement taillé. Il se déplaçait avec la grâce d'un prédateur, silencieux, contrôlé et terriblement confiant. Il portait des lunettes de soleil aviateur sombres, qu'il retira lentement en passant la barre, révélant des yeux froids, calculateurs et entièrement fixés sur le juge Dubois. Il ne regarda pas l'huissier. Il ne regarda pas Lefebvre. Il se dirigea directement vers la table de la défense et se tint à côté de Monique. Il posa une grande main douce sur son épaule tremblante. « C'est bon, maman, dit-il. » Sa voix était un baryton profond, calme, mais portant une résonance qui atteignit le fond de la pièce. « Je suis là. » Monique leva les yeux, ses yeux s'écarquillant. « Léo, mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici ? Je t'avais dit de ne pas venir. » Le visage du juge Dubois vira à une teinte de violet habituellement réservée aux prunes meurtries. Il détestait qu'on lui vole la vedette. « Pour qui vous prenez-vous ? » beugla Dubois, pointant son marteau vers l'étranger. « Vous ne pouvez pas simplement entrer dans mon tribunal au milieu d'une sentence. C'est une séance à huis clos. Huissier, faites sortir cet homme. » L'huissier, Stéphane Moreau, un homme costaud habituellement prompt à malmener les accusés indisciplinés, hésita. Il regarda l'étranger. Il regarda la façon dont l'étranger se tenait, les pieds écartés à la largeur des épaules, les mains détendues mais prêtes, une posture qui criait l'entraînement tactique. Moreau ne bougea pas. « Je vous ai posé une question. » hurla Dubois, sa voix se brisant. « Identifiez-vous ou je vous place en détention pour outrage et je vous fais jeter dans une cellule aux côtés de votre mère. » Léo Dubois se tourna lentement pour faire face au juge. Il ne broncha pas. Il n'avait pas l'air intimidé. Il regarda le juge Dubois comme un scientifique regarde un insecte particulièrement dégoûtant sous un microscope. « Vous avez posé des questions sur le fils de Madame Dubois, » dit Léo, sa voix égale. « Vous avez demandé si j'étais dans un établissement correctionnel. Vous avez fait plusieurs suppositions sur mon emploi et mon caractère. » Léo plongea la main dans la poche intérieure de sa veste. « Il a une arme. » cria Lefebvre, plongeant sous la table du demandeur. L'huissier porta la main à son arme de service, mais Léo fut plus rapide. Il ne sortit pas une arme. Il sortit un portefeuille en cuir, l'ouvrit et le tint haut pour que le juge puisse le voir. L'insigne doré capta la lumière fluorescente, brillant d'un éclat vif. « Agent spécial Léo Dubois », annonça-t-il, les mots tranchant l'air de la pièce. « Office central de lutte contre la corruption. » Le silence qui suivit fut absolu. On pouvait entendre le bourdonnement du climatiseur. Léo abaissa l'insigne, mais ne le rangea pas. « Et je ne suis pas ici en tant que spectateur, juge Dubois. Je suis ici parce que, depuis 6 mois, je suis l'agent principal d'une affaire de blanchiment d'argent et de corruption organisée impliquant le développement immobilier municipal et des pots de vin judiciaires. » Les yeux de Léo se tournèrent vers Nicolas Lefebvre, qui jetait un coup d'œil dessous la table, le visage pâle comme un linge. « Et imaginez ma surprise, » poursuivit Léo, un sourire sombre jouant sur ses lèvres, quand j'ai découvert que la dernière victime de ce système était ma propre mère. Le marteau du juge Dubois tomba de sa main, faisant un bruit sec sur le bureau. Ce n'était pas un coup de jugement. C'était le son d'un homme qui perdait le contrôle. Le visage du juge Dubois passa par un kaléidoscope de couleurs, du violet de la rage à un blanc pâteux et maladif. Il agrippa le bord de son estrade, ses jointures saillantes comme des billes. C'était un homme habitué à être l'autorité ultime dans la pièce,
le roi de son petit château. Mais un roi n'est rien devant un empereur, et le gouvernement venait de franchir sa porte. C'est très irrégulier, balbutia Dubois, sa voix perdant toute sa puissance antérieure. Il essaya de se ressaisir, de trouver cette once d'arrogance qu'il avait soutenue pendant 20 ans sur le banc. Agent Dubois, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas simplement débarquer dans un tribunal judiciaire et perturber une procédure civile. Peu m'importe pour qui vous travaillez. Je suis un juge dans cet état, et je vous ordonne de vous retirer. Léo ne recula pas. Il s'avança. Il passa la barre, entrant dans l'enceinte du tribunal, l'espace sacré réservé aux avocats et au personnel de la cour. Il se déplaça avec une aisance terrifiante, déboutonnant sa veste de costume tout en arpentant l'espace devant l'estrade du juge. Vous semblez confus sur la hiérarchie ici, Jean-Paul, dit Léo, abandonnant complètement le titre honorifique. C'était une gifle linguistique subtile qui résonna bruyamment dans la pièce silencieuse. Vous voyez, habituellement, les affaires locales sont des affaires locales. Mais quand un juge utilise sa salle d'audience pour faciliter une entreprise criminelle qui traverse les frontières, spécifiquement du blanchiment d'argent à travers des sociétés écrans basées à l'étranger, cela devient mon affaire. Sociétés écrans? Couina Lefebvre de sous la table. Il en sortit lentement en rampant, époussetant son costume, essayant de retrouver une certaine contenance. Je ne sais pas de quoi vous parlez. C'est une simple affaire d'expulsion. Léo tourna lentement la tête vers Lefebvre. Le regard dans ses yeux suffit à faire tressaillir le propriétaire. Vraiment, Nicolas? Demanda Léo. Il sortit de sa mallette, qu'il avait posée sur la table de la défense, une épaisse liasse de documents. Il les laissa tomber sur la table avec un bruit sourd. Pièce à conviction A, annonça Léo, sa voix se projetant vers la galerie, agissant comme son propre procureur. Un rapport de plomberie forensique réalisé il y a 3 jours dans l'immeuble de ma mère. Vous voyez, maman, je ne te l'ai pas dit, mais j'ai envoyé une équipe pendant que tu étais à l'épicerie. Nous devions confirmer le sabotage. Sabotage? Murmura Monique, la main couvrant sa bouche. Le rapport confirme que la soupape de pression de la conduite principale a été altérée, expliqua Léo, regardant directement Lefebvre. Plus précisément, elle a été serrée jusqu'au point de rupture à l'aide d'une clé. Et devinez les empreintes de qui nous avons trouvées sur la soupape, Nicolas? Pas celles de l'agent d'entretien. Les vôtres. Un murmure parcourut la salle d'audience. Même l'huissier Moreau regarda Lefebvre avec dégoût. Vous étiez trop radin pour engager un homme de main pour casser les tuyaux, alors vous l'avez fait vous-même, continua Léo, sa voix dégoulinant de mépris. Vous vouliez vider l'immeuble. Vous aviez besoin que les locataires partent avant la fin du mois pour conclure l'affaire avec les promoteurs, n'est-ce pas? Mais les lois sur l'encadrement des loyers vous barraient la route. Alors, vous avez fabriqué une expulsion pour motif légitime et sérieux. C'est circonstanciel. Cria Lefebvre, des perles de sueur sur le front. Vous ne pouvez pas prouver que je l'ai fait pour provoquer une inondation. Je n'ai pas encore à le prouver à un jury, dit calmement Léo. Je dois juste prouver qu'il y a une cause probable pour vous arrêter. Mais ça, c'est le menu fretin, Nicolas. Je ne suis pas ici pour un propriétaire qui joue au plombier. Je suis ici pour l'homme qui garantit que les expulsions aboutissent. Léo se tourna de nouveau vers le juge Dubois. Dubois tapait frénétiquement sur son ordinateur, essayant probablement de supprimer des emails. Ne vous fatiguez pas, Jean-Paul, dit Léo, lisant dans les pensées du juge. Nous avons cloné votre disque dur il y a 2 semaines. Nous avons tout. Les emails entre vous et Lefebvre, les frais de consultation versés à la fondation caritative de votre femme, les voyages de golf à Saint-Kitts. Nous avons le grand livre. Dubois arrêta de taper. Il referma lentement son ordinateur portable. Il avait l'air petit. Vous vous avez mis un juge en exercice sur écoute, murmura Dubois, horrifié. Nous avons obtenu un mandat de surveillance judiciaire, le corrigea Léo. Parce que vous n'êtes pas seulement un mauvais juge, Jean-Paul. Vous êtes un complice criminel. Et ce qui est drôle avec les complices criminels, c'est qu'ils parlent. Ils se vantent. Surtout après quelques scotch au club de golf local. Léo se tourna vers la galerie, qui commençait à se remplir. Des gens du couloir, sentant le drame, s'étaient glissés à l'intérieur. L'air était électrique.
Je veux que tout le monde entende ça, dit Léo. On a dit à ma mère, Monique Dubois, qu'elle était une mauvaise mère. On lui a dit qu'elle avait élevé un criminel. On lui a dit qu'elle était un fardeau pour la société. Léo s'approcha de sa mère et lui prit la main. Il la leva bien haut. Cette femme a nettoyé des sols pour que je puisse aller à la faculté de droit. Elle a sauté des repas pour que je puisse avoir des manuels. Elle est la citoyenne la plus honorable de cette pièce. Et vous? Léo pointa un doigt vers Dubois. Vous allez apprendre aujourd'hui ce qui arrive quand on confond la gentillesse avec la faiblesse. La dynamique dans la pièce était passée d'une procédure judiciaire à un prédateur jouant avec sa proie. Le juge Dubois, réalisant que son autorité légale s'était évaporée, tenta une autre tactique. Il essaya de négocier. Agent Dubois, dit-il, la voix tremblante, essayant de paraître raisonnable. Peut-être avons-nous mal commencé. S'il y a des irrégularités dans mes déclarations financières, cela peut sûrement être géré par le comité d'éthique. Il n'y a pas besoin de cette démonstration théâtrale. Nous sommes des hommes de loi. Nous pouvons en discuter dans mon bureau. Mon bureau? Léo se mit à rire. C'était un son rauque, aboyant. Vous voulez retourner dans la pièce où vous et Lefebvre avez décidé du sort de ma mère autour d'un cigare? Non. Nous faisons ça en audience publique. C'est ce que vous aimez, n'est-ce pas? L'humiliation publique. Je ne faisais que mon travail. Cria Lefebvre, craquant soudainement sous la pression. Il pointa un doigt tremblant vers le juge. C'est lui qui m'a dit de le faire. C'était l'idée de Dubois. Les yeux de Dubois s'exorbitèrent. La ferme, idiot. Non. Hurla Lefebvre, réalisant que sa seule bouée de sauvetage était de devenir témoin de l'accusation. Il regarda désespérément Léo. Agent Dubois, écoutez-moi. Dubois a une liste de propriétés qu'il veut voir libérées. Il nous dit quels locataires ciblés, les vieux, ceux qui n'ont pas d'avocat. Il a dit que Madame Dubois était la voix de la moindre résistance parce qu'elle était veuve. Espèce de vipère menteuse. Dubois se leva, sa robe flottant. Je n'ai jamais dit ça. C'est vous qui êtes venu me supplier une faveur. J'ai les textos. Lefebvre sortit son téléphone, le brandissant comme une sainte relique. Je ne les ai pas effacés. Il m'a dit, casse les tuyaux, je casserai le marteau. C'était le code. Casse les tuyaux, je casserai le marteau. Un souffle collectif parcourut la salle d'audience. La mâchoire de la greffière tomba. L'avocat commis d'office, le roi, avait l'air d'assister à un miracle. Léo croisa les bras, regardant les deux hommes se détruire mutuellement. C'était magnifique. C'était le karma qui revenait en force. Un code? Demanda Léo, haussant un sourcil. C'est très cinématographique, Nicolas. Casse les tuyaux, je casserai le marteau. Très accrocheur. Léo s'approcha de Lefebvre et lui arracha le téléphone des mains. Lefebvre ne résista pas. Il le céda volontiers. Merci pour la preuve, monsieur Lefebvre. Ce sera très utile lors de votre audience de détermination de la peine. Ça pourrait vous faire gagner 1 an ou 2 sur votre peine de 10 ans. 10 ans, Lefebvre s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. Léo se retourna vers le juge. Dubois cherchait une sortie. Il jeta un coup d'œil à la porte derrière l'estrade, la sortie privée du juge. N'y pensez même pas, Jean-Paul, l'avertit Léo. Il y a 2 gendarmes de l'autre côté de cette porte en ce moment même. Dubois s'affaissa dans son fauteuil en cuir. Le combat le quittait, mais Léo n'avait pas terminé. Les insultes que Dubois avait lancées plus tôt à Monique, sur son arbre pourri, sur son manque de caractère, devaient trouver une réponse. Vous vous êtes moqué des vêtements de ma mère, dit doucement Léo, sa voix dangereuse. Vous vous êtes moqué de sa pension. Vous avez menacé de la mettre à la rue. Vous avez fait ça parce que vous pensiez qu'elle n'était personne. Vous pensiez qu'elle n'était qu'un autre dossier à classer. Léo se pencha sur l'estrade, face à face avec le juge. Vous avez demandé où étaient ses enfants. Vous avez insinué que j'étais un criminel. Léo sourit, un sourire froid de requin. Eh bien, juge, d'une certaine manière, vous aviez raison. Je suis un homme très dangereux, mais seulement pour les gens comme vous.
Léo se tourna vers le fond de la pièce et claqua des doigts. Amenez-le. Les portes doubles s'ouvrirent à nouveau. Cette fois, ce n'étaient pas des agents. C'était un grand écran plat sur un support à roulettes, poussé par un jeune analyste de l'OCLC. Qu'est-ce que c'est? Murmura Dubois. Ça, oh, dit Léo, c'est l'enregistrement audio du vestiaire du club de golf, pris il y a 3 semaines. Puisque vous aimez tant le caractère, laissons la cour entendre le vôtre. L'analyste appuya sur lecture. Le son était cristallin. C'était le son de casier qui claque et d'homme qui rit. Voix, Dubois, la femme Dubois. C'est une relique. Elle est assise sur une mine d'or. Cet appartement a la vue d'angle. Voix 2, Lefebvre, elle ne partira pas, Jean-Paul. Elle paie à temps. Elle est irréprochable. Voix 1, Dubois, personne n'est irréprochable, Nico. Fais un dégât. Inonde l'endroit. Amène-la dans mon tribunal. Je la traiterai de nuisance négligente et je la jetterai dehors. C'est juste une vieille bonne femme. Qui va la défendre? Le fantôme de Victor Chelelché? Rire sur la bande. Voix 1, Dubois, le temps qu'elle comprenne comment faire appel, les bulldozers seront déjà là. Et, une fois que ce complexe sera construit, je veux le Pantouse pour ma nièce, avec une réduction. Voix 2, Lefebvre, considérez que c'est fait, juge. L'enregistrement s'arrêta. Le silence dans la salle d'audience était lourd, suffocant. Monique était assise, des larmes coulant sur son visage, mais ce n'étaient plus des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de justification. Elle regarda son fils, grand et droit dans son costume, et elle vit le petit garçon qu'elle avait élevé pour être fort. Dubois regarda la galerie. Il vit le dégoût sur les visages des citoyens. Il vit la greffière secouer la tête. Il vit sa carrière, sa réputation et sa liberté réduites en cendres. Le silence qui suivit la diffusion de l'enregistrement audio incriminant était plus lourd que n'importe quelle sentence que le juge Dubois avait jamais prononcée. L'air semblait avoir été aspiré de la salle d'audience 4B. Dubois était assis, figé, son visage passant d'une arrogance rougeaude à un gris maladif. Léo Dubois se tenait au centre, sa silhouette nette et imposante. Il vérifia sa montre, un geste d'une désinvolture terrifiante, puis regarda vers les portes doubles. Le temps est écoulé, Jean-Paul, dit doucement Léo. Sur ce signal, les portes furent projetées ouvertes. Le bruit lourd et rythmé des bottes tactiques sur le parquet résonna comme un tambour de guerre. 4 gendarmes entrèrent en formation diamant. Il ne s'agissait pas de gardes de sécurité de palais de justice ordinaire. C'étaient des opérateurs fédéraux. Leurs visages étaient de pierre, leurs yeux cachés derrière des lunettes de protection sombre. À leur tête se trouvait un homme qui semblait taillé dans le granit, l'adjudant-chef Antoine Lambert. Il marcha droit devant, ignorant les spectateurs stupéfaits, et ne s'arrêta qu'une fois directement devant l'estrade du juge. Jean-Paul J. Dubois, la voix de Lambert résonna, projetée jusqu'aux coins les plus éloignés. Par l'autorité du tribunal judiciaire, j'ai un mandat d'arrêt fédéral à votre encontre. Dubois cligna des yeux, son esprit incapable de traiter l'inversion de la réalité. M'arrêter? Vous ne pouvez pas arrêter un juge dans sa propre salle d'audience. J'ai l'immunité. C'est un sanctuaire de la loi. Vous avez renoncé à ce sanctuaire quand vous l'avez transformé en marché, intervint Léo. Lambert monta les 3 marches menant à la plateforme surélevée. Levez-vous. Maintenant. Je ne le ferai pas. Dubois s'agrippa aux accoudoirs de son fauteuil. J'exige de parler au premier président de la cour d'appel. Huissier Moreau, faites sortir ces hommes. Il regarda désespérément Moreau. L'huissier, qui l'avait servi pendant une décennie, le regarda, puis regarda les agents fédéraux. Lentement, délibérément, Moreau tourna le dos au juge. La salle d'audience haleta. Le roi n'avait plus d'armée. Moreau. Cria Dubois, sa voix se brisant. Levez-vous. Aboya Lambert, attrapant Dubois par le bras et le soulevant avec une facilité humiliante. Tournez-vous. S'il vous plaît, murmura Dubois, le combat le quittant soudainement. Pas devant eux. Allons dans mon bureau. Laissez-moi partir avec un peu de dignité. La dignité est quelque chose que l'on gagne, Jean-Paul, dit Léo.
Vous avez dépensé la vôtre en voyage de golf et en pot de vin. Vous vouliez humilier ma mère en audience publique. Nous allons faire un exemple de vous. Léo fit un signe de tête à Lambert. Déshabillez-le. Vous ne pouvez pas. Halta Dubois, agrippant les revers de sa robe judiciaire noire. C'est la robe de l'État. Vous ne méritez pas de la porter, dit Lambert. Il attrapa la fermeture éclair du lourd vêtement noir. Le son de la fermeture éclair glissant était atrocement fort. Henderson tira la robe vers le bas. Sans elle, l'illusion était brisée. Il n'était qu'un petit homme corrompu et tremblant. Les mains derrière le dos, ordonna Lambert. Dubois obéit, sanglotant ouvertement. Le cliquetis métallique des menottes se fit entendre. Pendant ce temps, Nicolas Lefebvre criait depuis sa table. Je veux un accord. Je vous dirai tout. C'est Dubois qui m'a menacé. Deux autres gendarmes se jetèrent sur lui, le menottant contre le mur. Léo s'approcha de sa mère. Monique tremblait, non plus de peur, mais de l'ampleur écrasante du moment. C'est fini, maman, murmura Léo. Les méchants ne peuvent plus te faire de mal. Lambert poussa Dubois vers l'avant. La procession commença, les menant vers l'allée centrale. Ils devaient passer devant Monique. Halte, ordonna Léo. Les gendarmes s'arrêtèrent. Regardez-la, rugit Léo. Lentement, douloureusement, Dubois leva la tête. Ses yeux, rouges et terrifiés, rencontrèrent ceux de Monique Dubois. Il y a une heure, il la regardait avec mépris. Monique se leva lentement, lissant sa jupe. Monsieur Dubois, dit-elle, sa voix stable et claire. Vous avez dit que j'avais un défaut de caractère fondamental. Vous avez dit que j'avais élevé un criminel. Elle prit la main de Léo. Voici mon fils. Il sert son pays. Il protège les faibles des hommes comme vous. C'est ça, mon caractère. Elle se pencha, sa voix tombant à un murmure que seul Dubois pouvait entendre. Je prierai pour vous, Jean-Paul. Parce que là où vous allez, vous aurez besoin de Dieu. Dubois laissa échapper un sanglot étranglé. Faites-le sortir de ma vue, dit Monique en se rasseyant. Alors qu'il descendait l'allée, la galerie éclata en applaudissements. Ce n'étaient pas des applaudissements polis. C'était une ovation tonitruante. Les gens se levèrent, acclamèrent. Quelqu'un cria, pourri en enfer, Dubois. Lorsque les lourdes portes se refermèrent derrière eux, la pièce sembla instantanément plus légère. Léo se tourna vers le personnel de la cour. Madame la greffière, vous avez tout noté? Elle sourit. Chaque mot, agent Dubois. Léo se tourna vers l'huissier Moreau. Monsieur Moreau, en tant que plus haut gradé de la cour actuellement présent, et puisque le juge qui préside est indisposé, je suggère que nous vidions le rôle. Moreau hocha vigoureusement la tête. Il prit le dossier étiqueté Lefebvre C. Dubois et le leva. Affaire numéro 49221, annonça Moreau. Classé sans suite avec préjudice en raison de circonstances imprévues impliquant la mise en examen fédérale du demandeur et du juge. Il frappa un tampon sur le dossier. Classé. Monique laissa échapper un long soupir. Léo était à ses côtés, agenouillé. Est-ce que ça va, maman? Je vais bien, mon chéri, dit-elle. Est-ce que c'est vraiment fini? J'ai toujours ma maison. Tu as ta maison, maman. Et personne n'essaiera plus jamais de te la prendre. Il se leva et lui offrit son bras. Allez. Il y a un cirque médiatique dehors et je pense qu'ils veulent rencontrer la femme qui a fait tomber le juge Dubois. Monique hésita. Oh, Léo, regarde-moi. Mes cheveux sont en désordre et ce vieux tailleur, Léo sourit. Tu es magnifique, maman. Tu ressembles à la justice. Ils descendirent ensemble l'allée centrale. En atteignant les portes, Léo s'arrêta, ajusta sa cravate et remit ses lunettes de soleil. Prête pour ton gros plan? Monique prit une profonde inspiration, leva le menton et puisa dans la force de 1000 ancêtres. Je suis prête. Léo poussa les portes. Les flashs éclatèrent comme une supernova. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience 4B était une mer chaotique de microphones et de journalistes. Léo s'arrêta au centre du hall du palais de justice. Ce que vous avez vu aujourd'hui,
commença Léo, sa voix ferme, était l'aboutissement de l'opération Cage dorée. Depuis 3 ans, Jean-Paul Dubois et Nicolas Lefebvre ont exploité un système pour frauder les citoyens. Ils n'ont pas seulement expulsé des locataires. Ils ont truqué le marché immobilier. Mais cela s'arrête aujourd'hui. Nous avons saisi leurs actifs, gelé leurs comptes. Si vous êtes un fonctionnaire, un promoteur ou un avocat qui a accepté un pot de vin de Jean-Paul Dubois, je vous suggère d'engager un avocat et de vous rendre. Parce que nous venons vous chercher. Juste à ce moment, Thierry Durand, l'avocat et homme de main de Dubois, se fraya un chemin. C'est scandaleux. Mon client est victime d'un abus de pouvoir fédéral. Léo se tourna vers Durand et sourit. Je suis content que vous soyez là. Nous vous cherchions. Léo sortit un autre papier plié. J'ai un mandat d'arrêt contre Thierry Durand pour entrave à la justice et complicité de blanchiment d'argent. 2 autres agents sortirent de la foule et saisirent les bras de Durand, qui fut menotté en direct à la télévision. Échec et mat, murmura Léo. 1 heure plus tard, le bruit du palais de justice fut remplacé par le calme d'un restaurant gastronomique. Monique était assise dans une banquette en cuir. Le serveur arriva avec un bœuf bourguignon fumant pour Monique et un filet de bœuf pour Léo. Je n'arrive toujours pas à y croire, dit-elle. Je pensais que tu faisais de la saisie de données, Léo. Léo gloussa. Je m'occupe de logistique, maman. La logistique pour mettre les méchants en prison. Je ne pouvais pas te dire la vérité. C'est un travail dangereux. Te garder dans l'ignorance était le seul moyen de te protéger. Je me sentais si seul dans ce tribunal, dit Monique, les yeux embués. Papa était là, maman, dit Léo en lui prenant la main. C'est lui qui m'a appris à défendre les petits. Tu es l'appât qui a attrapé le plus gros requin de la ville. Tu es une héroïne. Monique sourit enfin. Pendant ce temps, Jean-Paul Dubois vivait le pire après-midi de sa vie. Au centre de détention fédéral, il fut fouillé et on lui donna une combinaison de prisonnier orange. Dans une cellule de détention avec 20 autres hommes, un grand détenu tatoué se leva. Et, n'êtes-vous pas le juge Dubois? Vous avez donné 5 ans à mon petit frère pour possession. Je suis les directives, balbutia Dubois. Tu n'as pas l'air si grand en orange, mon pote, dit l'homme en se rapprochant. Dubois glissa le long du mur, le visage entre les mains. 6 mois plus tard, le procès fut l'événement judiciaire le plus suivi de l'histoire de la région. Jean-Paul Dubois fut reconnu coupable de 42 chefs d'accusation et condamné à 25 ans de prison fédérale sans possibilité de libération conditionnelle. Nicolas Lefebvre reçut 8 ans. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. L'immeuble de la rue des Mimosas, ayant été utilisé comme instrument d'un crime, fut saisi par le gouvernement. Un mardi matin ensoleillé, Léo gara son SUV noir devant l'immeuble. Monique balayait le perron. Bonjour maman. Bonjour mon chéri. Il lui tendit une épaisse enveloppe. Ouvre-la. Monique sortit une liasse de documents juridiques. Elle plissa les yeux. Acte de fiducie, coopérative d'habitation Le Mimosa. Qu'est-ce que c'est? Lis la ligne en bas, dit Léo en souriant. Monique ajusta ses lunettes. Propriétaire officiel, Monique Marie Dubois, en tant que fiduciaire pour les locataires du 1400 rue des Mimosas. Elle haleta. Léo, est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu possèdes l'immeuble, maman. Le gouvernement l'a saisi à Lefebvre. C'est une coopérative maintenant. Vous tous, vous possédez vos appartements. Plus de loyers, plus de propriétaires. Tu es la propriétaire maintenant. Monique regarda l'immeuble en briques pour lequel elle s'était embattue. C'était le sien. Vraiment le sien. Je ne sais pas quoi dire, sanglota T.L., serrant l'acte contre sa poitrine. Tu n'as rien à dire, dit Léo en l'embrassant sur le front. Promets-moi juste une chose. N'augmente pas les loyers, dit-il avec un clin d'œil. Monique rit à travers ses larmes. L'homme qui avait essayé de la détruire était dans une cage, et le fils qu'elle avait élevé avec amour et travail acharné se tenait à ses côtés. Elle prit une profonde inspiration. L'air sentait la justice. Allez, entre, monsieur l'agent de l'OCLC, dit Monique en ouvrant la porte de son immeuble. Son immeuble. Je crois qu'il me reste un peu de tarte. Léo la suivit à l'intérieur. La lourde porte se referma,
laissant le monde à l'extérieur, n'offrant que sécurité et paix à l'intérieur. Le karma n'avait pas seulement riposté. Il avait reconstruit la maison.